Alors, bonjour à tous les explorateurs de conscience du mercredi. Nous vous accueillons aujourd'hui avec une thématique très particulière et qui nous fait travailler avec Heidi. Il s'agit de l'errance temporelle. Alors, c'est quoi l'errance temporelle ? Comment en sortir? On va voir tout cela. On va même aborder le temps. Qu'est-ce que le temps? Comment est-ce que nous le vivons? On va voir certainement des visions ou des ressentis différents parce que j'avoue, on n'a pas beaucoup travaillé cette séance et le but de nos séances, c'est d'être en état d'inspiration. Et oui, en fait, on ne les a pas travaillés de façon formelle. Oui. Il y a quelque chose qui a lâché, qui ne descendait pas de cette manière-là, mais qui est venu plus travailler au niveau structurel. C'est ça. Il y a eu comme une perte des repères habituels avec une nouvelle organisation qui s'est opérée au même temps que d'aborder ce thème autour de l'errance temporelle. C'est ça. Et donc, dans le flux du temps de la journée, eh bien, moi, ce que j'ai vécu, ça a été d'être happé par des choses qu'il n'y a pas d'habitude et qui semblent prioritaires par rapport à cette vidéo. Et c'est ça qui est curieux, parce que normalement, je fais un plan bien précis et tout ça. Là, on a le brouillon, on ne sait même pas si on va pouvoir se relire, et en même temps, c'est pas important, parce qu'on sait que l'information, elle est déjà là, et c'est ça qu'on va vous partager. Et de mon côté, au même temps, moi j'étais avec Antonella cet après-midi, donc au travers, en fait, l'exploration d'un thème en astrologie, et la question de la roue de la fortune est arrivée à plusieurs reprises. Cette question, en fait, de la roue tourne, ce qui tourne en boucle, boucler un cycle. Et vraiment, cette notion donc de cette carte spécifique, la roue de fortune, moi, me parle beaucoup et raconte en fait comment on pourrait aborder en fait cette roue de vie. On pourrait dire, est-ce qu'on est au centre, est-ce qu'on est en périphérie, qu'est-ce qui a besoin d'être intégré et qui vient boucler le cycle, qu'est-ce qui fait que je suis dans j'allais dire l'aberrance, mais la répétition donc des aberrances, en fait des aberrations, pardon, des circuits que nous renouvelons sans fin, sûrement parce qu'il n'y a pas d'intégration de l'information, de l'enseignement qu'on arrive à soutirer du vécu. Et puis, on pourrait parler aussi de cette boucle qui amène sur l'octave du dessus. Et donc, à ce moment-là, j'ai une vision d'ensemble et de ce mouvement spiralé. Ça veut dire, je revisite une séquence de vie, mais avec une vision plus enrichie et plus profonde, puisque nous venons avec un plan de vie, mais ce plan de vie entre en maturation avec les années et en fait s'aligne avec les multidimensions dans notre action. C'est des choses dont on a pu partager sur les thèmes, on va dire, de nos vies réciproques qui reviennent, et avec sûrement plus, on va dire, à la fois de concentration, de densité et d'expansion, ça va avec. Et j'ai parlé de quoi encore? De cette boucle... poser son temps, je crois qu'on a vu là ces trois boucles de temps, non? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour moi, je voudrais bien partager ma façon de voir le temps. Autant toi, tu le vois comme une boucle. Ah oui. Pour moi, je le vois comme une sorte de couloir qui est bien cadré et qui canalise et qui fait que si je ne vois pas suffisamment bien, je vais tout droit dans une forme d'utilisation qui n'est pas juste pour moi dans mon essence. Et si j'y vois mieux, alors je peux voir des dérivations et je peux les emprunter et aller vers une meilleure justesse. C'est comme si le temps était là pour nous canaliser quand nous ne sommes pas conscients vers des choses qui ne nous concernent pas, alors que si nous prenons en référence à l'intérieur de nous, ou s'il y a une autre conscience, tout à l'heure tu as dit on change de plan, eh ben moi je dirais, je bifurque de cet axe, de ce couloir qui maintient, où il n'y a pas vraiment d'autre choix. Donc pour moi le temps, c'est comme s'il était lié à la matière, et que la matière vient densifier ce temps dans ce couloir
qui fait qu'on n'a pas trop le choix, et comme on n'a pas trop le choix, on le vit de façon linéaire. Mais dans ma perception, il n'est pas linéaire, parce qu'on va vous donner des exemples. J'étais en multitemps ou en connexion multidimensionnelle dans le même temps, et ça c'est déroutant pour les personnes qui sont à côté, ou même moi. Voilà, on va vous donner des exemples de tout ça. Donc, roue de la fortune, j'ai entendu répétition, oui, bouclage, une sorte de répétition comme la roue de l'incarnation, qui fait que tant que je n'ai pas compris, eh bien je tourne dedans et je reviens. Et dès que je me suis libéré, pouf, je n'ai plus besoin de revenir. Et bien là, c'est un peu pareil quand je parle de ce couloir avec cette bifurcation, ou quand on parle de ces cycles et changer de niveau et voir ce qui se joue, eh bien c'est comme s'il y avait plusieurs états dans le temps. Et d'ailleurs, on le sait bien, le temps n'a pas la même dimension. Il suffit que le réveil sonne, il est 7 heures du matin, je me rendors, il sonne 5 minutes après, mais moi j'ai fait peut-être 3 rêves, mais qui ont été énormément longs et qui m'ont paru durer des heures. Ou bien quand il y a une méditation, quand je fais un soin énergétique, il me semble qu'il s'est écoulé 10 minutes, mais en fait il s'est écoulé 30 minutes ou 3 quarts d'heure. Donc on sent bien que le temps a une notion relative, et pour moi cette notion relative est liée à l'état de conscience dans lequel nous sommes. Alors, c'est quoi l'errance temporelle dans cette notion du temps? Pour moi, je vois l'errance temporelle comme un mouvement brownien, c'est-à-dire un mouvement où je vais là. Et donc, c'est comme si je fais du vent, comme si je circule sans savoir où je vais. Et donc, ça c'est dans ma vie, hein. C'est-à-dire je remplis ma vie par rapport à une référence qui n'est pas la mienne, mais qui est celle qu'on me demande, donc qui est extérieure, et j'arrête pas. Et je suis dans le mouvement, dans le faire, dans la volonté, et je ne suis pas vraiment dans l'être. Alors que, donc ça, c'est ce mouvement qui fait que je vais là où je suis appelé, et comme dans la vie peut m'appeler de partout, et les personnes peuvent appeler de partout, et que ce soit la famille, les amis, le boulot, les enfants, hein, etc. Donc si on s'occupe de cet aspect-là, eh bien on fait une sorte de surplace, et pour moi c'est comme si c'était un éparpillement d'énergie, une dispersion d'énergie qui fait qu'on se fatigue vite, mais si on fait le bilan, on n'avance pas vraiment. Donc voilà comment moi je pourrais parler de l'errance temporelle, en tout cas en lien avec la conscience, parce que si je suis conscient, ben je sais que j'ai rien à faire ça en train de tourner en rond, j'ai à prendre mon chemin raccourci de cap de vie. Voilà, mais si je ne suis pas conscient, ben je vais me faire balloter par les personnes, les événements, etc. Comment toi tu vois cette notion de l'errance ? Et c'est intéressant parce qu'on parle du temps, mais on ne peut pas parler du temps si on ne parle pas d'espace. Donc forcément, ça nous amène à parler de l'incarnation, enfin, en fait de neutralité là, hein, qui est sous-tendue évidemment par un champ des possibles. Dans l'errance, évidemment qu'il y a une dispersion, il y a sûrement là-dedans un oubli de soi du point de vue de l'être, d'une clarification autour de la vision, parce qu'à partir du moment où j'ai clarifié à l'intérieur de moi là où je veux aller, ça veut dire ça ne détermine pas comment je vais le faire, hein, parce que les moyens vont se définir au fur et à mesure, et on peut se laisser vraiment surprendre par la vie, hein, parce qu'on peut rêver un peu des choses, mais quand même la vie avec un grand V a déjà prévu quelque chose de grandiose pour nous, tant et si bien que ça demande vraiment de s'abandonner au plan. Cependant, il y a besoin de clarifier la vision, en tout cas de placer un vecteur, donc vectoriser la vision. Et puis le point d'ancrage, c'est quand même une reconnaissance, on va dire, de soi qui s'approfondit avec le temps, de la réalité de mon essence. Ça veut dire que je réalise de plus en plus
la vérité de qui je suis et qui se révèle jour après jour au fur et à mesure où ce mouvement est sous-tendu par la vision. Oui, c'est ça. Alors, quand on parle de la vision, de l'ancrage de la vision, revenez un petit peu vers cette vidéo sur la vision que l'on a fait, où on parle que le futur est là pour influencer le passé, le futur est là pour influencer le présent et le créer, et non pas le passé qui est là pour créer le présent par voie de conséquence. Oui. Donc ça signifie que ce temps, en fait, il a à être conscientisé de façon à bien l'intégrer et arrêter de tourner en rond ou d'errer dans des choses certainement non essentielles, en fait. Et je pourrais même dire, c'est dans l'errance des actions, mais aussi des pensées. Ça veut dire qu'un coup je veux ici, un coup je veux là, et peut-être qu'il y a meilleur ailleurs. Enfin, ça demande vraiment de clarifier en soi la destination. C'est ça. Parce que l'errance, tout le monde a vécu ça au niveau du mental. Vous commencez à lire un ouvrage, vous arrivez en fin de paragraphe, vous constatez que vous pensez à autre chose. Donc vous reprenez le début du paragraphe parce que vous n'avez pas compris et vous arrivez à la fin, vous avez encore décroché et vous êtes encore parti. Errance mentale. Donc ça veut dire que l'errance temporelle est aussi liée à notre errance mentale, notre errance émotionnelle, notre errance énergétique, dans le sens de la dispersion. Et donc, s'il y a concentration ou s'il y a clarté, eh bien forcément, il va y avoir aussi clarté dans la matière, dans le faire, et aussi dans le temps. Donc le temps va être orienté différemment et non pas dispersé, et l'errance ne sera pas de même nature. Si bien que le meilleur temps que nous ayons à vivre, c'est l'instant présent. Et pour être dans l'instant présent, ça demande de l'attention, de la concentration, de l'écoute, de la réceptivité. De la présence à ce qui est, soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur de soi, ou de ce qui se joue dans la relation. Précisément. Puisque, en fait, ce que j'observe s'anime et se crée au même temps que je le regarde. Hein. Oui. Dès que ça sort de mon champ de vision, de mon champ d'attention, ça n'existe plus. Et ça ne s'anime plus de la même manière. C'est ça. Et dès que je suis distrait par quelque chose, que ce soit intérieur, extérieur, physique, émotionnel, mental, énergétique, pouf, j'ouvre une autre direction qui est une direction qui va vers une errance parce que ça me fait sortir de mon raccourci de conscience. Donc il y a quelque chose de très particulier autour du champ de vision qui est j'ouvre les yeux et donc je regarde la lumière posée à l'extérieur, donc je regarde ce qui se passe devant moi, mais je peux aussi ouvrir les yeux, laisser la lumière pénétrer mon intériorité et donc plonger mon regard à l'intérieur. Et il y a un endroit d'interface qui demande à laisser en fait l'information extérieure, ça veut dire le monde tel qu'il est, ce grand monde qui reflète l'émanation de ce que je vis, mais au même temps, ce que je vis co-crée l'extérieur. Et donc, c'est un petit espace qui est comme un intermédiaire entre mon intériorité et ma rencontre dans le monde, là où j'ai à agir. C'est ça, comme si c'était une sorte de point d'équilibre, de point neutre, et à cet endroit, il y a l'instant présent. Oui. Et donc l'instant présent, c'est d'être présent, c'est l'état de présence. C'est ne pas être barré dans le futur ou dans le passé, mais c'est être présent dans ce qui se dit et dans l'écoute. Et après, si j'ai besoin de répondre, eh bien je crée l'argumentation après l'écoute, mais non pas pendant l'écoute, en fait. Sinon, il y a dispersion et il y a errance. Alors, est-ce qu'on a parcouru suffisamment l'errance ? Et est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire concernant cette notion d'errance ?
On a questionné en fait comment sortir en fait en fait l'errance c'est comme si c'est un décentrage hein, très clairement. Oui. Hein. Donc c'est curieusement comment sortir de l'errance ou alors comment revenir en soi. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui nous permet systématiquement de nous amener en errance? Et donc c'est là où c'est intéressant de voir, est-ce que c'est plus des aspects physiques, des aspects émotionnels, des aspects du mental, des aspects énergétiques? Quel serait le plus gros morceau à travailler? Est-ce que ce serait les émotions? Est-ce que ce serait d'autres choses? Ce serait quoi pour toi? Là, pour moi, c'est vraiment en fonction en fait, de chacun. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment des portes d'entrée dans lesquelles on se fait happer. Parce qu'on peut aussi être en errance, j'allais dire en faisant des mouvements corporels profonds, parce que c'est tellement agréable qu'à un moment donné, ça crée comme des shoots. Donc on peut se barrer là-dedans, hein, hein, comme dans le sport. Donc en fait, même avec la conscience corporelle, en fait, on peut partir en boucle. Parce que soit on est dans des espaces peut-être un peu compulsifs, oubli de soi, le fait de débrancher ou de se gargariser devant quelque chose parce que on peut se laisser happer par beaucoup de choses. Alors comment revenir en soi, c'est vraiment lié à la capacité de concentration, hein. Et de pouvoir durer dans le temps. Il y a quelque chose comme ça où ça demande de se muscler progressivement tous les jours un petit peu plus. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Là, on ne se laisse pas dérouter, par exemple, parce qu'on se dit, tiens, on n'a pas préparé comme d'habitude. Et puis, on accueille l'instant présent tel qu'il est, avec la vérité de l'instant. Et on se laisse inviter par cette vidéo au fur et à mesure. Hein, ça nous amène à re-questionner d'ailleurs ce phénomène de l'errance. Hein. C'est ça. Et tu vois, dans ce que tu nommes, tu parles de concentration pour en sortir. Et moi, j'ai une image qui vient, c'est quand je vais travailler en cabinet à Paris, eh bien, quand je suis dans le métro, je vois des personnes qui sont concentrées sur leur téléphone, comme si le reste n'existait pas. Et elles sont concentrées. Donc, et en même temps, je les vois être en errance parce qu'elles sont absorbées par des images qui défilent, des petits films, des jeux, comme si ça alimentait une dispersion, comme si ça venait bouffer leur énergie de vie. Et donc la concentration ne semblerait pas être le seul élément pour sortir de cette errance. Alors, vigilance également ? Eh bien, moi je dirais présence, parce que la vigilance fait partie de la présence. Okay. La concentration, elle est naturelle en état de présence, elle n'a pas besoin d'être forcée. Et quand il y a cette notion de présence, c'est comme si nous étions plus vastes, avec des yeux un peu partout autour de notre tête, en état d'observation naturelle de ce qui se joue à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc pour moi, ce serait plus la présence, et la présence se joue dans l'instant présent, en fait. Et est-ce qu'il y aurait d'autres choses pour dire que ce qui est nécessaire pour ne plus être en errance? Alors, moi je pourrais dire, l'état cœur, hein, ça veut dire que c'est un état d'ouverture à tout ce qui se présente, même ce qui paraît inconfortable et désagréable. C'est vrai que c'est présence, état d'accueil aussi, à ce qui est tel que c'est. C'est ça, parce que dans l'état cœur, il y a une notion d'inclusion et non pas d'exclusion. C'est-à-dire, j'embrasse ce qui est sans le juger. C'est-à-dire, je ne vais pas projeter une connotation sur une scène que je vois, si je trouve jolie, pas jolie. Non, je prends et j'accueille ce qui est. Et c'est justement la fonction de l'instant présent ou de la présence, c'est accueillir ce qui est dans l'instant. Et je vais même m'amuser, je pourrais même dire, tiens, je regarde que je trouve ça moche et j'accueille aussi que
que j'ai une réaction face à ça, et c'est ok. Bien sûr, parce que ça c'est l'histoire du personnage, parce que nos personnages intérieurs, eh ben, ils sont à travailler, ils ne sont pas tous transparents. Donc ça veut dire qu'il y a des personnages qui se la jouent un petit peu du point de vue de l'ego, et puis et même en état de présence, il peut y avoir un de ces personnages qui vient réagir. Aussi, ce qui est à faire, c'est à accueillir cet aspect-là et simplement l'observer de façon neutre, sans le juger, bien entendu. C'est ça. Alors, je pense que vous avez compris ce qu'était l'errance. Vous avez compris une façon d'être en dehors de l'errance, mais maintenant, comment faire le pont? Comment sortir de l'errance pour être dans un état de non-errance temporelle, un état de clarté temporelle? Qu'est-ce qui serait le plus opportun en partage pour toi, Heidi? Est-ce que tu veux bien redéfinir? Oui, l'errance nous perd. On a parlé de l'instant présent, de la présence, de la concentration naturelle, de l'accueil de ce qui est. Et donc ça, il y a d'un côté l'errance temporelle et de l'autre il y a ça. Mais comment faire le pont entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient nécessaire de façon à ce que vous ayez des éléments concrets pour vous, pour appliquer dans votre quotidien? En fait, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour faire le pont? C'est intéressant. Moi, ce qui me vient déjà, c'est un débranchage. Intéressant, hein. Je vois Oui. un mouvement comme ça. Et je vois comme... c'est comme un bassin qui s'ouvre. C'est marrant, hein, un bassin pour... ça demande de devenir comme une coupe de bassin, quoi, d'installer une ouverture dans le bassin pour s'installer dedans, quoi. C'est déjà venir respirer dans son abdomen. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la présence, hein, cet exercice où, ok, je m'installe dans mon assise et je viens respirer dedans. Quand bien même les habitudes, mais vraiment d'être présent à tout ce qui se joue à l'intérieur de moi, parce que je ne peux plus être dupe de l'histoire qui se répète, qui se raconte, et qui m'amène toujours, on va dire, dans ce cul-de-sac. Hein. Ce n'est plus possible. Et donc, c'est un mouvement, au lieu d'être projeté dans l'horizontalité, il y a un mouvement qui vient s'installer dans la verticalité. C'est de revenir à soi, donc c'est se reverticaliser, hein, déjà. Et avant de mobiliser quoi que ce soit, ça veut dire avant même de poser une vision, de vectoriser une action, il y a comme replacer le point d'aplomb, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Je me souviens, il y a 25-30 ans, il y avait une méditation à la mode qui s'appelait Ayam, je suis. Et donc, je l'ai vécu dans les groupes, c'était rapatrier ses énergies. Et on ressentait bien une différence juste en disant « je suis », en percevant que tout se rapatrie en nous dans le centre du hara, dans le centre du ventre, en fait. Et donc, pour moi, il y a comme se remplir de ce que l'on est qui est morcelé ou éparpillé. Revenir à soi, se remplir et s'asseoir dans une coupe, celle du bassin, celle du cœur, celle de la conscience. Pourquoi pas, puisque tous nos chakras représentent des coupes. Et donc, elles ont chacune des fonctions. Et puis, dans ces coupes, eh bien, c'est comme si toutes ces coupes, imaginez une fontaine avec plusieurs coupes superposées, elles se remplissent par la verticalité. C'est-à-dire, il y a une essence de vie qui tombe et qui remplit ces coupes. Et donc, ce mouvement fait que ça prend du poids de présence, ça prend une notion de je suis là, ici et maintenant, et je ne suis pas en dehors ou ailleurs, ou en train de penser à ça ou autre, en fait.
Alors c'est joli, hein. Je vais vraiment te mettre en écho l'image parce que je voyais vraiment les coupes des mariés dans lesquelles on va déverser le champagne et qui en débordent. C'est étonnant, c'est la même image. C'est ça. Précisément. Et d'ailleurs, on voit, hein, ça forme une base triangulaire. C'est ça. Donc c'est vraiment un socle de présence. Hein. C'est ça. Et donc, base triangulaire demande du poids. Ça veut dire, est-ce que je peux vivre l'état de présence stable sans chakra racine bien présent, bien enraciné, en fait. Et c'est pareil pour le cœur. Sinon, si le cœur n'est pas suffisamment enraciné, il va être ballottant à la moindre petite brise émotionnelle ou autre. Et là où il y a un bon enracinement en nous, une présence dans notre chair, eh bien c'est là où je peux tout accueillir sans bouger de mon axe. Donc il y a cette notion d'axe, il y a cette notion de coupe, il y a cette notion de rapatriement de toute notre identité, de toutes nos parties morcelées, peut-être une qui est restée au travail, l'autre qui est restée chez papa-maman, l'autre qui est restée chez des amis, ben je rapatrie tout ça et je reviens dans qui je suis, dans mon état, pas de solitaire intérieur, quoique le chemin il est solitaire dans l'évolution, mais dans mon état d'identité personnelle, en fait. Donc ça veut dire que peut-être que l'identité ou la force de l'identité fait que si je suis dans une identité claire et non comme une personne trop sensible ou en pâte, eh ben, ça va pas être facile pour sentir sa présence dans son corps. Donc, elle sera beaucoup plus sujette à l'errance temporelle, jusqu'à ce qu'elle intègre que c'est un atout de sensibilité et qu'elle soit dans une empathie vraiment alignée et enracinée, en fait. Ça me fait penser en fait, au livre aussi de l'alchimiste de Paulo Coelho, où en fait il y a une recherche de la quête vers l'extérieur, et tant qu'il n'y a pas reconnaissance du trésor à l'intérieur, en fait du cadeau divin placé en nous, eh bien nous sommes ballottés dans la vie. Et c'est vraiment un point de jonction majeur que de reconnaître parce que notre graine, notre goutte divine ensemencée dans nos entrailles. À partir de là, le plan divin peut se manifester. C'est ça. La grande question, c'est comment est-ce que je peux sortir en errance? Et pendant que tu dis ça, moi, je me demandais dans ma vie à quel moment j'ai le plus erré. Et je me rends compte que c'est quand je suis sorti de mes repères. Lorsqu'il y a eu un événement qui m'a perturbé émotionnellement, où je ne savais pas quoi faire ou agir, et là, c'est comme si une partie de moi errait, parce qu'il lui manquait une stabilité ou une référence. Donc je dirais, pour sortir de l'errance, il y aurait à trouver la bonne référence interne. Mais tant qu'elle n'est pas vécue à l'intérieur de soi, pour moi, une belle référence qui m'a évité une errance, ou qui a arrêté une errance, c'est quand j'ai vécu la maîtrise angélique avec l'énergie des anges Xéda et Marie-Lise La Bonté. J'étais rempli, mais d'un tel amour, et quand ça remplissait tout était calme et stable, et la vision devenait claire. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas cette référence intérieure, peut-être qu'une référence extérieure, ou un référent, ou une technique, ou une philosophie, ou une méditation, ou autre, petit à petit va créer cette référence qui petit à petit va s'installer à l'intérieur de soi. Et c'est là où, parce qu'on pourrait rester toute la vie tellement qu'il y a des événements qui viennent nous happer dans la vie et nourrir l'errance naturellement. Et donc ça veut dire qu'il y a à apprendre à revenir vers soi et s'asseoir à l'intérieur de soi sans rien faire, sans rien penser, juste être là, présent, observer et peut-être vous offrir des moments de non-temps, en fait. Ces moments de non-temps se vivent souvent dans la verticalité, ça peut être des états méditatifs, des états
contemplation, c'est être là, assis, ne rien faire et accueillir ce qui est de la même façon, que ce soit une joie, que ce soit une peine, que ce soit une colère, mais juste de l'accueillir, l'embrasser, parce que c'est un mode d'inclusion par le cœur est essentiel, et d'observer de façon neutre. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a pas de nourriture qui est donnée, il n'y a pas de montée en inflation vibratoire, ça peut monter, monter, monter. Prenons par exemple une colère, je m'assieds, je suis en colère, et puis ça bouge à l'intérieur de moi. Et je m'assieds, je ne fais rien, je respire au début, et puis je prends des respirations plus vastes, j'analyse rien, je ne bouge pas, et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça monte, ça monte, ça monte, et puis et ça descend, ça descend, ça descend, et ça part dans le néant. Ça veut dire que si je n'entretiens pas un mouvement qui me décentre, eh bien, j'apprends à rester centré, j'apprends à rester dans l'instant présent. Et c'est là où il y a toute la force de l'instant présent qui nous permet d'arrêter d'errer. Alors, observez dans votre quotidien, demandez-vous à quel moment quelque chose m'a pris la tête et j'ai pas arrêté de gesticuler ou de bouger et faire du vent. Et repérez ces endroits d'errance temporelle. Ils sont essentiels si vous voulez prendre conscience et revenir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme exercice, comme idée d'exploration? C'est vrai que quand tu parlais, moi je voyais quand on fait l'étoile de mer à la plage, voilà, quand on est dans la mer, mais tout le monde n'a pas ça, mais il y a des moments, des zones de flottement où il y a quand même quelque chose autour de comment je peux me laisser porter. Ça pourrait tout simplement être allongé au sol. Oui. Et puis, et donc au contact de la terre, me sentir porter. Tiens, si je me laisse porter par la terre, si je sens ce contact se faire et moi je me relâche et je me dépose et je sais que je suis aussi en sécurité. À partir du moment où je trouve mon point de sécurité en moi, et bien je sais que je vais pouvoir poser des pas solides dans tout ce que j'entreprends et je n'ai pas besoin, on va dire, de fuir ou de trouver des solutions. Il y a quelque chose autour de l'errance qui est de l'ordre de la survie. C'est ça. Et quand je me pose dans mon socle, eh bien, je peux goûter l'instant présent. C'est vraiment l'histoire aussi du Carpe Diem. Et ça veut dire que là, je vis et je peux m'émerveiller. Je pourrais dire, tiens, est-ce que vous pouvez être en présence et vous laisser toucher par la beauté, en fait, du monde qui nous entoure, par la beauté de la vie, par ce miracle de vie, vraiment. C'est ça. Soyons concrets. Prenez un exemple, on a parlé de la plage. Prenez un exemple, il est 18h, il y a eu une journée chaude, là le soleil commence à être doux, vous êtes allongé sur votre serviette, vous sentez les rayons de soleil vous caresser, vous entendez le bruit des vagues, et tout ça, ça crée une musique qui vous amène à vous dilater et vous vous sentez pleinement en sécurité. Et là, vous fusionnez avec ce qui se passe au travers de vos sens. Ce sont des états de conscience naturelle, de vécu de l'instant présent, où il n'y a rien d'autre que ce qui est là. Le soleil, les vagues qui vous bercent, et vous fusionnez avec ça. Et donc, c'est là où il y a cette notion de présence naturelle, de dilatation. Et je me souviens, quand j'étais tout petit, cette image est revenue. Je m'asseyais dans la chaise longue de mon grand-père, et donc j'avais le visage vers le ciel, et j'observais les nuages, et comment les nuages jouaient entre eux, et les formes qu'ils faisaient. Et je pouvais rester là, mais un temps très long,
mais je ne sais même pas combien de temps, je n'avais pas la notion du temps, sans rien faire, sans rien penser, juste comme une sorte d'émerveillement de ce regard du ciel et des nuages, par les mouvements. Et là, on est dans l'instant présent. Donc vous voyez, d'un côté, il y a errance temporelle, et on parle d'instant présent, où il ne peut pas y avoir d'errance, parce qu'on n'est ni parti dans le futur, ni parti dans le... On est là, présent dans l'instant, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait partager pour enrichir cette vidéo? On ne peut pas parler du temps sans parler de l'espace, et donc tu parlais des repères. C'est vraiment essentiel d'explorer en soi, tiens, quel repère j'ai acquis jusqu'à présent, quels ont été les tuteurs, de quoi j'ai besoin encore pour pouvoir me référer avant de passer vraiment aux références internes, parce qu'on ne peut pas dire que explorer le champ de tout est possible. Si en fait je suis dans un espace où je n'ai plus du tout de repères, ça veut dire que j'ai besoin de savoir quel est le socle de la terre, l'espace du ciel, la droite, la gauche, devant, derrière. Il y a vraiment j'allais dire, ce serait vraiment intéressant d'aller regarder à l'intérieur de soi, où j'en suis avec ces repères intérieurs, qu'est-ce qui est intégré et qu'est-ce qui est ouvert à l'intérieur de moi. Et rien que dans le déplacement de votre corps dans l'espace peut vous informer de où vous en êtes avec vos repères, quels sont le respect, parce que en fait, les repères... c'est aussi les notions de loi, le respect des lois qui sont intégrées, où j'en suis avec le respect des règles et des lois dans le monde des hommes, et ma capacité, on va dire, à obéir, à marcher sur le sentier d'à côté, et également où j'en suis par rapport à mes repères en lien avec les lois cosmiques. C'est vraiment le versant du dessus. Et ça peut parler aussi de où j'en suis par rapport à ma construction intérieure. Est-ce que j'ai suffisamment de maturité psychique, de stabilité pour fonctionner dans ces lois de l'espace-temps avec les hommes, et puis dans cette verticalité, dans les multidimensions avec les grandes lois cosmiques, parce que tout interagit au même instant, dans l'instant présent. Oui, c'est exact. En fait, on pourrait avoir des petits repères, des petits trucs. Dès qu'il y a du faire, il y a du mouvement extérieur, donc il y a risque à l'errance. Dès qu'il y a de l'être, eh bien, il y a comme une présence intérieure, une conscience intérieure qui fait que j'accueille différemment à partir de mon centre. Et donc, posez-vous la question, à quel moment vous nourrissez le faire, ou vous êtes tapé par le faire, à quel moment vous nourrissez l'être? Et observez comment ça se passe en vous, à l'extérieur de vous, ou dans les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Ça m'amène avec la notion le wu, wei wu, c'est le agir dans le non-agir. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Il y a quelque chose qui s'abandonne dans l'action, puisqu'elle est complètement inspirée et guidée par l'être. Exactement. C'est, par exemple, le faire, où il y a le mental, la volonté, la force, des tensions, de la fatigabilité, pour faire une action. Et à côté, il y a une autre personne qui fait le même travail en état de présence. C'est quoi la différence? D'un côté, il y a des tensions, et de l'autre, il y a une intégrité de l'être en mouvement qui réalise la même tâche, et en regardant la personne, c'est beau, et elle ne dépense pas d'énergie, et elle reste entière dans ce qu'elle est en mouvement. Et donc, regardez le faire et l'être en mouvement aussi. Et du coup, je vois qu'on pourrait proposer d'inviter les personnes, chacun de vous, à agir avec le rythme
qui est le plus proche de votre énergie corporelle. Si vous faites trop vite, vous fatiguez. Si vous ralentissez, pareil. Donc il y a un rythme dans lequel vous avez votre équilibre. Essayez d'aller trouver ces rythmes intérieurs qui vous conviennent, bien sûr en ajustant l'action, les temps de repos. C'est vraiment fondamental d'apprendre à cohabiter avec ces rythmes intérieurs. Et c'est là aussi où on pénètre le mieux l'instant présent. C'est ça. Alors vous voyez, nous vous invitons à faire des expériences à partir de la matière que nous vous partageons et de poser des questions pour aller plus loin en dessous de cette vidéo, de partager vos expériences et vos prises de conscience justement entre l'être en mouvement, le faire qui fatigue ou qui met en tension. Partagez vos expériences de façon à ce que ça profite à toutes les personnes du groupe des explorateurs de conscience. On vous dit à la prochaine vidéo, donc à mercredi prochain. Et d'ici là, eh bien, travaillez bien avec cette information de conscience. Belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.